Bonjour à tous et bienvenue sur un podcast de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Louis-Alexandre de Froissart, qui est un gros expert de l'écosystème Web3, qu'on a eu la chance de rencontrer en physique et que maintenant on a la chance de faire avec lui un podcast beaucoup plus long. Il a énormément de savoir et de choses à nous partager, donc vraiment c'est un plaisir de te recevoir, Louis-Alexandre. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Jean. Bonjour Jean, ça va très bien. Gros, grand, j'aurais préféré grand que gros, même si je fais 105 kilos, et pour 1m92. Oui, oui, tout va bien. On a une actualité chargée, comme Riche. toujours. Et puis, quand on trouve que c'est pas assez chargé, on se charge un peu plus, donc oui, on s'ennuie pas. Et puis l'actualité, c'est quand même des marchés qui sont animés, donc on essaie aussi de se positionner sur ces marchés-là avec joie, avec plaisir, et puis on regarde les innovations qui nous gardent éveillés tous les jours. Ouais, totalement. Tu as bien raison. Et donc, du coup, tu es le fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine et également Montaigne Énergie. Félicitations vraiment pour ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu une introduction à ces activités? Parce que on sait que, comme tu dis, elles sont riches, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Comment tu en es venu à fonder ces deux super entreprises? Alors en fait, on a commencé par Montaigne Conseil, Montaigne Patrimoine en 2003. L'idée que j'avais, c'était qu'on ne Waouh. pouvait pas faire de la gestion de patrimoine uniquement en vendant des produits. Et j'avais créé une société qui faisait du conseil, donc des études surtout, et des études initiales, et puis une société qui faisait donc du conseil en placement. À partir de 2014, avec l'équipe, à l'époque, on s'est posé la question de si jamais les GAFAM venaient à proposer des produits financiers, quelle serait notre place? Est-ce qu'on serait mort ou est-ce que ça se passerait différemment? Et quand on est sorti de cette journée de réflexion, on a convenu qu'il fallait qu'on se positionne comme des experts d'un secteur, qu'on soit Mhm. reconnu comme expert et qu'on puisse être capable de faire du conseil à partir d'une tranche, une petite tranche horaire. Et l'idée a fait son chemin. Et aujourd'hui, depuis 2014, la société qui a le plus progressé, c'est Montaigne Conseil, pas au détriment, mais enfin, on a une stabilité de l'activité de Montaigne Patrimoine, donc il fait de l'intermédiation et du conseil financier. Mais c'est surtout le conseil, soit en audit initial, en accompagnement, enfin en abonnement annuel ou en consultation patrimoniale, qui a fait toute la croissance de notre activité. Et on est passé de 4, on a été 4 en 2014, et aujourd'hui on est une petite dizaine. Waouh. Euh, et ce côté euh, conseil nous a permis aussi de nous intéresser à des produits qui n'avaient pas de commissionnement. Parce que tu sais que par exemple, un conseiller en gestion de patrimoine, quand il te vend un bien immobilier, une SCPI ou un contrat assurance vie, il est rémunéré par le produit qu'il te vend. Nous, on a la capacité de proposer des produits. On n'est pas rémunéré par le produit, on est rémunéré par le client, soit dans le cadre d'un audit initial, soit dans le cadre d'un abonnement. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé au crowdfunding à partir de 2013. Donc le crowdfunding, c'est le financement par la foule. Alors soit d'entreprise, mais ça a fait long feu, soit de promotion immobilière qui a été très rentable pendant de Mhm. nombreuses années, un peu moins maintenant. Et aussi, quand on s'est intéressé tout ce qui concernait la blockchain et Bitcoin et les cryptos, à partir de 2015, on a vu que c'est quelque chose qu'on pouvait conseiller. Alors, on s'y est intéressé un peu par hasard quand on a fait Bordeaux FinTech, qui était une manifestation FinTech à Bordeaux entre 2015 et 2019. Et puis, en partie de 2019, on s'est vraiment intéressé dans le détail. On a cherché à proposer ça à nos clients qui n'étaient pas super réceptifs. Et à partir de 2021, on a créé là un service, un forfait avec des services qui se sont enrichis au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a un peu plus d'une soixantaine de clients qui nous suivent sur ce forfait d'accompagnement avec une croissance régulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il n'y ait pas un nouveau client qui arrive là-dessus. Donc ça, Ah, c'est tout ce bravo. qui est Montaigne Conseil et Montaigne Patrimoine. Et puis ensuite, on a eu une réflexion depuis plusieurs années sur la qualité des placements sécuritaires que l'on offrait à nos clients. Euh, Pendant très longtemps, les taux étaient à zéro, donc il y avait assez peu de rendement sur tout ce qui était les placements sans risque. Et puis avec la remontée des taux, on s'est rendu compte que si les taux remontaient, ça ne reflétait pas toujours le risque. Enfin, en ce moment, tu sais, on parle beaucoup de l'endettement de l'État français. L'État français est très endetté, a du mal à
pas du mal à rembourser sa dette, mais a du mal à réduire ses dépenses. Et dans le monde entier, aujourd'hui, si tu veux, on a un très fort endettement de l'ensemble des acteurs. Aussi bien des acteurs comme les États que les établissements non financiers, ainsi de suite. Et nous, on se pose la question de savoir si est-ce que vraiment demain, ces gens-là seront en capacité de rembourser. Et du coup, on s'est Mmh. posé la question de est-ce qu'il y a un autre actif qui nous permettrait d'être résilient en cas de crise, d'être défensif? Et on s'est tourné naturellement vers l'énergie, puisque pas d'énergie, pas de PIB, beaucoup d'énergie, un PIB plus facile à délivrer. Et puis les usages de l'énergie et surtout de l'électricité sont en hausse. Tu sais, tout ce qui est blockchain dépense plus d'électricité, tout ce qui est data center dépense plus d'électricité, donc cloud beaucoup. Et puis on a une révolution en marche, je ne sais pas si c'est une bonne révolution, mais on a décidé que la mobilité terrestre serait plutôt avec des véhicules électriques, donc avec des consommations qui ne seront pas neutres. Et donc, on a cherché des investissements dans ce domaine-là pour nos clients, notamment à acquérir des infrastructures. C'était très compliqué, donc on a plutôt décidé de les construire nous-mêmes. Donc Montaigne Énergie est un partenaire technique, d'ailleurs le premier salarié est un ingénieur, qui OK. va nous aider à structurer ces opérations avec si tu veux, des clients qui sont conseillés par Montagne Conseil, qui vont apporter des fonds à des sociétés de projet sous forme de club deal pour l'instant, uniquement des club deals, donc pas d'appel public à l'épargne. Et avec une dizaine de clients, on arrive à financer dans une société de projet 3, 4, 5, 6 projets qui vont être capables de produire de l'énergie sur 10, 20 ou 30 ans, enfin la plupart du temps c'est 30 ans, et il y aura des possibilités d'entrée et de sortie, et puis des gens qui voudront se positionner peut-être pour le rachat de ces installations dans le temps. Et on imagine notre rêve, hein, bien sûr, c'est quand tout ça aura montré son efficience et sa rentabilité, peut-être en 2025, tokeniser les parts de sociétés qui produisent de l'énergie, c'est-à-dire que les gens pourront acheter des parts de sociétés qui détiennent des installations et pourront avoir un revenu hebdomadaire ou mensuel automatiquement par le jeton qui représentera une ou plusieurs parts de sociétés. Voilà pour boucler la boucle. OK, bah, super intéressant. Alors moi, je retiens plusieurs choses. Déjà, le fait que tu es vachement en avance. À chaque fois, sur chaque sujet, tu as développé en 2003, puis après tu as fait grandir la société, puis après tu t'es vite rapidement enfin, tu t'es rendu compte rapidement que les GAFAM pourraient potentiellement proposer des choses pour te concurrencer. Donc directement, tu as switché pour aller sur une autre branche, pour continuer à avoir de l'avance sur les autres. Et puis après, tu as, grâce à FinTech Bordeaux, on va y revenir, mais tu as pris de l'avance aussi sur la partie des secteurs Web3, blockchain, crypto. Là, tu commences à parler de tokenisation, qui est aussi des sujets qui vont arriver effectivement en 2024, 2025, voire plus. On voit que tu es quand même vraiment en avance sur quasiment tous les sujets. Comment tu fais pour toujours avoir un cran d'avance? Est-ce que tu te renseignes, tu apprends en permanence? Il n'y a pas de chance, ça c'est clair, donc c'est pas un coup de bol. Il y a du travail derrière. Comment tu fais à chaque fois pour avoir cette avance? Je suis curieux. Je suis Ouais, curieux. c'est Allez, la je vais te faire une curiosité. petite confidence. Une petite Allez, confidence. Quand j'étais dans mes premiers jobs, ou même dans mes premières fois que j'allais dans des entreprises, il y avait à l'époque, il y avait des salles d'attente, si tu veux, et je me rappelle quand j'étais chez Xerox, chez Michelin ou chez d'autres, tu as tes salles d'attente, tu avais des revues. Bon, et tu vois, tu es dans une boîte qui fait de l'industrie, bah, tu regardes la revue industrielle qui te parle de robots d'industrialisation, des choses qui sont complètement pas du tout dans ton domaine. Et je me suis toujours intéressé à tout. Voilà, c'est-à-dire que wow. je me suis pas fixé de barrière, et même si dans mes études, j'avais pas toujours compris l'intérêt de faire des études, et que j'ai été un peu poursuivi par les études plutôt que le contraire, j'ai repris des études plus tard, tu vois. J'ai repris des études à 32 ans, parce que ça me semblait important de valider quelques appétences, mais c'est la curiosité. Je suis d'une curiosité insatiable, et mon seul sujet, c'est d'essayer de retenir des passions sur un sujet en particulier, parce que le défaut des personnalités comme la mienne, c'est de s'éparpiller. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des collaborateurs qui vous aident et qui t'aident à te recentrer sur l'essentiel. Autrement, tu t'éparpilles et tu fais rien de bien. Donc c'est d'une part une curiosité, d'avoir des collaborateurs qui te permettent de te centrer sur l'essentiel.
OK. Ouais, je pense que c'est important la force des collaborateurs et quand on a un esprit comme le tien qui est un peu hyperactif et qui a le besoin de partir partout, de vouloir toujours apprendre et être curieux, bah, forcément on a tendance à aller sur plein de branches d'activités puis au bout d'un moment, il faut se dire: «OK, bon, je me refocus et je vais, dans d'autres choses». Bah, félicitations vraiment pour ta curiosité, je pense que c'est vraiment très important et il y a pas tout le monde qui a cette curiosité et bah, félicitations à toi pour l'avoir parce qu'on voit que pour le moment ça réussit et il y a aucune raison que ça s'arrête comme ça. Est-ce que tu peux, nous en dire plus un petit peu sur l'approche, que tu as en termes de gestion de patrimoine et d'investissement durable? Parce que, heu, dans ce que tu fais, c'est vraiment la clé de voûte. Alors il y a la partie conseil qui est super importante, et il y a la partie, bah, effectivement de l'approche complète que tu as, en particulier sur la partie investissement durable. Oui. Comment tu analyses un produit? Est-ce que toi, tu dois analyser les produits? Est-ce que tu accompagnes tes clients pour pouvoir les conseiller sur ce genre de produit? Est-ce que les clients eux-mêmes peuvent arriver et te dire: «Louis Alexandre, on a un super produit et on voudrait investir dedans, qu'en penses-tu?» Comment ça se passe sur cette partie-là, sur la partie accompagnement client et aussi sur l'approche que tu as sur la gestion du patrimoine et l'investissement durable? Alors, aujourd'hui, plusieurs manières. Quelqu'un qui veut un avis sur un produit, il va sur le site L'Atelier du Phare, il prend une consultation patrimoniale de 30 minutes avec l'un des 7 spécialistes, et il va dire, voilà, je voudrais un avis sur un produit en particulier, une SCPI, une crypto, autre chose. Il va prendre une consultation d'une demi-heure avec quelqu'un, il va poser sa question avant la consultation, on va délivrer la consultation d'une demi-heure avec lui et il aura le choix soit d'avoir l'enregistrement de la consultation, enregistrement vidéo, soit un résumé écrit post-consultation. Ça, c'est extrêmement simple. Les gens qui veulent Génial. un avis sur un sujet, ils ont 30 minutes, ça coûte 120 euros. On a découpé notre expertise en petits morceaux de 30 minutes qui permettent d'aller délivrer un avis qui permet de prendre la décision. Ça, c'est ce qu'on a fait à partir du moment du confinement. Ça, j'ai mis ça en place au moment du confinement, parce que tu ne pouvais plus aller donner ton conseil en physique, donc il fallait le délivrer comme ça. Ah, c'est intelligent. Deuxième, deuxième sujet, et le plus fréquent, les gens viennent nous voir en disant, voilà, j'ai une problématique plus générale, et à ce moment-là, on commence par un audit. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, écoutez, vous avez des objectifs et vous avez un patrimoine. Le plus important déjà, c'est de bien déterminer les objectifs. Comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où aller. Donc si tu n'as pas d'objectif, je ne peux pas analyser ton patrimoine. Une fois qu'on a ça, on propose un audit qui est toujours payant. On ne fait pas d'audit gratuit, parce que l'audit gratuit a deux défauts. D'abord, ce qui est gratuit, les gens y accordent moins d'importance. Et moi, j'ai pas envie, si Totalement. moi ou mes collaborateurs consacrent plusieurs heures et des compétences à faire un audit, autant qu'il soit lu. Et pour cette raison, c'est pour ça qu'il est payant. Et d'autre part, ben nous, on n'est pas payé par le produit qui va sortir de l'audit, on est payé pour l'audit en lui-même. Donc c'est pour ça qu'on a une exigence d'excellence et dans la très 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 grande majorité, hein, dans 98% des cas, 98 à 89% des cas, les gens sont très satisfaits, voire même ils sont un peu, c'est un peu inattendu, ils trouvent qu'on va assez loin dans le détail. Et une fois que la personne a cet audit là, elle peut mettre en place la stratégie avec nous, soit avec les produits qui nous rémunèrent, soit avec un accompagnement sous forme d'honoraires. On va dire que globalement, la balance se passe à un peu plus d'1 million d'euros de patrimoine. Quand tu es en dessous d'1 million d'euros de patrimoine, c'est un peu compliqué d'être accompagné sur honoraires seul. C'est possible, mais c'est voilà. Parce que en France, tu sais, il n'y a pas une habitude de payer des honoraires dans l'accompagnement. Et puis de D'accord. l'autre côté, ben, quand tu es sur des patrimoines plus importants, là, c'est même plus le choix. Je dis aux clients, non, votre intérêt, et je le démontre, votre intérêt, c'est vraiment d'être accompagné sur des honoraires et sur des abonnements. Donc là, on a des abonnements qui s'adaptent au volume sur lequel on donne notre avis et puis à la performance. Si tu veux, quelqu'un qui a un patrimoine important, il va avoir une partie fixe qui va nous permettre de délivrer le service, quoi qu'il arrive. Et puis, bah, quand les marchés fonctionnent bien, quand la performance est très bonne, eh bien, nous, on touche une marge. Quand bah, les marchés sont moins bons, tu vois, 2022 était des marchés très, très compliqués, eh bien, on a facturé que la partie fixe au client, bah, parce qu'on ne peut pas ne rien facturer, autrement, tu ne peux pas tu peux pas être à Ouais, disposition de puis ton tu peux client. pas vivre. Mmh. Mais on fait pas de marge, hein, tu vois, c'est des exercices qui sont parfois un peu plus durs que pour nous. Mais par contre, dès que le client repasse en territoire positif,
Alors bon, après, on a des patrimoines très diversifiés, donc il y a il y a moins de cas où c'est très négatif. Et donc là, ben, on a une prime à la performance. Et tu vois, dans nos forfaits d'accompagnement crypto, c'est exactement pareil. Il y a une partie fixe, une petite partie où on prend des rémunérations sur les revenus, et puis une partie variable qui va dépendre de la plus-value qu'on arbitre, tu vois. Et là, c'est pareil, on est totalement aligné dans les intérêts avec le client. Voilà, donc en résumé, un avis sur un produit, c'est la consultation patrimoniale. Un avis global sur un patrimoine, c'est un audit. Et un accompagnement global sur un patrimoine, c'est un abonnement. Ok, ultra clair. Et donc tout ça, on passe par l'atelier du phare, on a accès à la totalité des informations pour pouvoir soit réserver du conseil ou même aller de l'avant. Très intéressant. En fait, Exactement. on voit vraiment qu'il y a une grosse logique derrière tout ça et que tu as vraiment bien réussi à cadrer, malgré que tu dis que tu as un esprit qui déborde, bah, on voit quand même que tu as réussi à bien organiser. Tu parles de la multiplicité bah, des possibilités d'actifs et tu parlais aussi de l'impact gentiment bah, des crypto-monnaies et de la blockchain. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu vois cet impact, aussi bien de la partie bah, crypto-blockchain sur l'écosystème de la gestion de patrimoine? C'est surtout sur la partie traditionnelle, parce que là, tu pars sur quand même une gestion de patrimoine un peu 3.0. Comment tu vois cet impact des cryptos dans la gestion de patrimoine? Est-ce que tu es un des seuls en France à proposer ce que tu fais? Alors, on est quelques-uns. Quelques-uns. Il faut surtout encourager tous ceux qui le font, hein, puisque moi, c'est l'écosystème. Je suis membre de l'écosystème et je souhaite le mettre en avant. D'accord. Donc il y en a quelques-uns qui le font. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément dire que les patrimoines des Français est très investi en cryptoactifs, puisqu'on a à peu près entre 8 et 10% des Français qui ont des cryptoactifs. Et quand tu regardes qui en a, c'est plutôt des jeunes avec des patrimoines qui ne sont pas forcément très conséquents, sauf ceux qui ont pu être là présents sur des moments très particuliers en 2020-2021 sur le DeFi Summer ou ainsi de suite, DeFi Summer ou ainsi de suite. Mais globalement, on peut dire que les patrimoines que l'on gère sont plutôt très faiblement équipés d'actifs enfin de crypto-actifs. Ceci étant, nous, on a décidé à partir de 2021 qu'un patrimoine ne pouvait pas se permettre de passer à côté à minima des bitcoins et après de quelques autres actifs, mais sachant qu'on met bitcoin au moins pour la moitié, voire les 2 tiers ou les 3 quarts des cryptoactifs. Mais ça, je dirais que c'est la première étape, c'est vraiment l'étape de démarrage. Parce qu'ensuite, tu as toutes les questions qui vont traiter de la tokenisation des actifs. C'est pour ça que moi, à titre personnel, j'ai investi plusieurs reprises sur Realty pour bien comprendre le fonctionnement. D'ailleurs, j'ai pu l'année dernière, lors d'un webinaire fiscal, expliquer aux Français qu'ils s'étaient à peu près tous plantés sur la définition fiscale des tokens Realty. On va remettre à jour cette conférence dans quelques semaines. Et c'était tout simplement pour moi aussi me rendre compte de ce que c'est que la tokenisation. Par exemple, tu vois, je détiens aussi, par titre d'expérience, des grammes d'or avec VeraOne sous forme de token ou des onces, enfin, ou une partie d'onces d'or avec Pax Gold, par exemple. Donc, si tu veux, on fait d'abord des expériences par nous-mêmes, hein. Tu vois, j'avais investi en crowdfunding en 2013 moi-même avant de le proposer aux clients en 2014. Et bien là, c'est pareil, dans les cryptos, j'ai investi moi-même avant de proposer aux clients. Il y a beaucoup de choses qu'au niveau de l'équipe, on fait nous-mêmes avant de les proposer. Et ce qui arrive aujourd'hui, c'est que, je l'ai dit le 16 janvier 2023 sur l'antenne de BFM Crypto, tout va être tokenisé. Tout. Tout le secteur de la finance va être tokenisé. À l'époque, JP Morgan avait émis un peu le même constat. Mais si tu veux, il y a moins d'un mois, on a BlackRock qui commence à émettre des fonds sous forme de tokens. Et c'est le début d'une révolution fantastique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand tu veux faire la commercialisation d'un fonds ou d'un produit financier, tu dois commencer par répondre à une réglementation extrêmement dure qui te demande d'aller voir des cabinets d'avocats pour aller rédiger un certain nombre de documents extrêmement lourds. Puis après, tu dois mettre en place des signatures, des ci, des ça. Enfin, il y a une réglementation qui est extrêmement lourde. Et dès qu'on a du contractuel, dès qu'on a une transaction, on doit faire appel à des juristes et ainsi de suite.
Et ça t'oblige à vendre des gros morceaux, parce que plus tu vends des petits morceaux, plus les frais deviennent importants et plus ils vont obérer la performance. Et tu te retrouves, par exemple, sur des éléments, quelquefois, à payer 5 ou 10% à l'entrée, comme sur l'immobilier, et ça te bouffe la performance, 1 an ou 2 ans de performance. Quand tu vas tokeniser tout ça, quand tu vas automatiser ça avec des contrats non pas intelligents, les smart contracts, ils n'ont rien d'intelligent, ils sont automatisés. C'est tu as rédigé un truc qui s'automatise. Tu as défini une fois pour toutes le juridique et tu l'appliques autant de fois que tu veux par le contrat que tu vas faire signer. Donc ce qui veut dire que quand tu mets en place, par exemple, la vente d'une part des parts de société qui détient un immeuble, alors pas en France parce que c'est un peu trop compliqué, mais à l'étranger, eh bien tu te rends compte qu'une fois que tu as déterminé ton contrat une seule fois, qu'il a été validé par ton avocat une seule fois, eh bien tout le reste, ça part tout seul après. Donc tu peux vendre deux tokens à 50 dollars comme tu peux en vendre 100 à la même personne, et ça change strictement rien, tu as fait la dépense une fois. Donc la tokenisation va apporter le saucissonnage de l'ensemble des actifs financiers par tranche de 50 dollars, 20 dollars ou autre chose, et qui vont permettre de vendre un certain nombre de produits selon le même process et une détention un petit peu différenciée, c'est-à-dire le choix pour la personne de détenir soi-même les actifs en direct, soit bien sûr de toujours le faire détenir par un établissement centralisé. Mais centralisé avec les risques qui vont avec et les frais qui vont avec, détention par soi-même avec les risques qui vont avec et avec l'absence de frais ou les très faibles frais qui vont avec. Donc je pense qu'on est à l'aube d'une énorme révolution sur la tokenisation de l'ensemble des marchés financiers. Il est évident qu'on ne va pas rester à côté les bras croisés. Nous, on a envie d'être plutôt de ceux qui font, à notre petit niveau, ces choses-là. La tokenisation, c'est quoi? C'est l'équivalent un peu d'une bourse 3.0 où il y a la possibilité d'acheter des actifs qui ne sont pas cotés, sur lesquels il y a les mêmes avantages pour l'émetteur de ces tokens, mais aussi tout simplement pour l'investisseur, avec la partie d'acheter et revendre assez facilement un actif. Ça, c'est quand même super incroyable. On peut proposer, effectivement, tu parlais de l'immobilier, ça peut être des parts de société, des parts de SPV, mais ça peut être énormément d'autres choses. Donc ça, c'est quand même super important pour la tokenisation. Et puis, effectivement, il y a le coût qui est intéressant. On peut prendre le cas de, tout simplement, là, on parlait avant des SPV, mais des SCPI immobilières où le ticket d'entrée, c'est super cher. Pour sortir, c'est pas quand on veut, il y a des frais. Pareil pour le crowdfunding, en fait, on va dire que la tokenisation, c'est un peu aussi du crowdfunding amélioré parce qu'il y a la possibilité d'acheter tout et de financer quasiment tout, mais il y a aussi la possibilité de ressortir du produit quand on le souhaite. Le problème du crowdfunding, souvent, c'est que quand tu investis en crowdfunding, tu sais que tu es bloqué 2 ans, 5 ans, 7 ans, peu importe, et que tu ne peux pas revendre ta part avant. Que là, comme c'est tokenisé, l'avantage, c'est que tu la revends quand tu veux. Ça, c'est super bien. Et en plus, tu peux la mettre en collatéral. Donc, c'est-à-dire que tu peux utiliser cette part pour leverager, pour acheter autre chose, etc. Et ça, c'est super intéressant. Vraiment, le nantissement de la tokenisation, c'est vraiment en train d'exploser aussi. Et je pense vraiment que quand tu dis que le futur, c'est la tokenisation, effectivement, BlackRock l'a dit encore la semaine dernière, c'est exactement ça. La tokenisation, c'est en train d'exploser. C'est Ouais. encore nouveau pour beaucoup, beaucoup de gens, mais ça va vraiment, vraiment exploser. Et c'est aussi important de repréciser une chose, la tokenisation, c'est pas que de la crypto-monnaie. Non. C'est varié, ça peut être du security token, donc du titre financier. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont Oui, différentes oui, oui. et c'est pas aussi volatile. Jean, je t'interromps sur deux sujets. D'abord, Ah, avec le plaisir. premier sujet, qui est un sujet réglementaire. Aujourd'hui, en Europe, on ne peut pas faire de marché secondaire sur les tokens qui seraient émis Totalement. en France. Donc, il y a un régime pilote que pour l'instant, personne n'a choisi. On attend avec impatience le premier qui va le choisir. Pourquoi pas WeSeed qui s'est associé avec Realty. Donc, est-ce que ça va arriver véritablement? Là, il y a un sujet. Et puis, le premier qui va saisir le régime pilote, il aura une avance sur les autres. Et puis le deuxième point, c'est la blockchain, c'est pas forcément des cryptos. J'ai vu parfois des gens qui n'ont pas toujours bien compris ça. Je m'explique. Des gens qui disent oui, la blockchain, super, mais les cryptos, surtout pas. Et je pense que là, ils font une erreur fondamentale. Je rappelle simplement imaginons que je décide de tokeniser, c'est-à-dire de mettre sous forme de parts
la capacité d'acheter une centrale photovoltaïque, donc une société qui détient 1000 parts. Ces 1000 parts de 500 euros ou 10 000 parts de 50 euros. Et je donne la possibilité aux personnes sur une blockchain qu'on va appeler par exemple Avalanche, hein, Avax, eh Ouais, bien, on va donner la possibilité d'acheter ces parts de société et on va les mettre, donc les gens vont avoir un revenu qui va être attaché à ça. Si je permets d'acheter mon jeton sur cette blockchain, sur chaque transaction d'achat, de vente ou d'échange, je vais avoir besoin d'avoir le carburant, puisque une blockchain fonctionne avec un carburant. Sur Bitcoin, c'est fondu, c'est mélangé, puisque il n'y a pas de cette notion de token et de coin. Mais sur Ethereum, Polygon ou d'autres, Solana ou d'autres, eh bien, on a le carburant qui permet de payer la transaction. Et même si les frais de transaction sont très faibles, j'ai besoin de ce carburant. Et donc, les gens disent, le blockchain oui, crypto non. Mais en fait, une blockchain ne peut pas fonctionner sans un carburant qui est le coin et donc sans une crypto, un cryptoactif, crypto-monnaie, le mot est pas forcément bien choisi, mais le coin, le fameux coin qui est différent du token. Et donc, c'est très important. Les gens qui disent oui à la blockchain, non à la crypto, ils ont strictement rien compris. Voilà. totalement. Non, mais c'est clair. C'est bien de le préciser parce que tout le monde n'a pas forcément cet état d'esprit. Donc, j'espère que la plupart des gens vont le comprendre. Pour le marché, effectivement, pour le marché primaire, secondaire de la partie tokenisation. Alors, pour le security token, pour l'utility token, on peut faire marché primaire, marché secondaire en France avec le PSAN. Mais c'est vrai que le DLT et le DLT-TSS, qui est ce que sûrement Realty et WeSeed vont demander, c'est encore difficile à avoir. Bah, de toute façon, c'est valable seulement en 2025. Ça coûte très, très cher, hein. On parle Mm. d'une dizaine de millions. Et forcément, c'est pour beaucoup de gens très compliqué à accéder. Il y a déjà une société française qui a fait la demande, c'est une banque, mais pas du tout pour faire de l'échange de titres financiers sur la blockchain. Donc, je me demande même pourquoi elle a fait la demande. Je pense que c'est plutôt pour avoir une mode. Mm. Mais ouais, ça va vraiment être les premiers qui vont se lancer vont réussir vraiment à avancer beaucoup plus rapidement et surtout ça va être valable partout en Europe et ça c'est incroyable parce que le DLT et Mm. TSS il n'est pas français, il est européen donc ça Ouais. c'est vraiment top. Donc, donc je pense va y avoir de plus en plus justement de fintech qui vont se développer comme ça et qui vont apporter de la nouveauté sur la partie gestion de l'industrie. Qu'est-ce que toi tu en penses justement des fintech parce que tu es une société de conseil et de gestion en patrimoine. Gentiment, tu es en train de te développer sur une partie fintech, et puis il y a des sociétés qui sont pure fintech, qui proposent aussi et qui vont commencer à proposer de plus en plus aussi de la gestion de patrimoine. Comment tu les vois venir? Est-ce que pour toi, c'est de la concurrence? Est-ce que pour toi, c'est un apport parce que ça fait grandir le système? Est-ce que pour toi, c'est super bien pour l'industrie justement de la blockchain parce que ça la rend de plus en plus populaire et de moins en moins dark, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont peur de cet écosystème. Comment tu vois venir ces fintechs? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, on a vu, quand on a fait Bordeaux FinTech, on s'était rendu compte qu'il y avait, on voulait faire quelque chose sur le crowdfunding et on s'en rendait compte en 2015, début 2015, que le marché n'était pas super mature. Donc on Ouais, avait étendu, heureusement, à tout ce qui était FinTech. Et on a vu donc beaucoup d'acteurs arriver, des néobanques notamment, et qui aujourd'hui sont pour beaucoup repartis, puisque on est notamment en France sur un marché où les frais, enfin, là, il y a même si les tarifs sont parfois élevés, c'est pas un marché extrêmement cher. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont repartis et qui ne s'en sont plus sortis, même des gros comme October et qui ne sont plus là. Donc, il y a eu beaucoup de déchets sur cette industrie naissante et puis d'autres qui sont restés, notamment dans le paiement. C'est là où il y avait pas mal de marge et on a vu des gens qui, je prends par exemple Lemonway qu'on voit aujourd'hui et qui est devenu une très ouais. très belle boîte dans ce domaine-là. Donc il y a eu une première vague de fintech et la première vague de fintech a eu, comme toujours, beaucoup de candidats et puis finalement à la fin, quand on a fait le Que tri, il en d'élus. reste assez peu, comme à C'est l'époque vrai. d'Internet. En 99, plein de projets, et puis assez peu d'élus. Bon, maintenant, on arrive sur les aspects plus gestion de patrimoine 3.0. Je vais pas comment dire, me, me réjouir de la concurrence dans l'absolu. Bien sûr, si j'étais seul, ça serait très bien. Mais en fait, seul, on s'endort. Donc, je regarde Totalement. beaucoup ce qui était fait à droite et à gauche. Et puis, de toute façon, je ne pourrai jamais adresser le marché. C'est-à-dire, moi, j'ai pas décidé de créer une boîte qui fera demain
500 personnes, 1000 personnes, j'en ai pas du tout la capacité, et je pense même que j'en ai pas le goût. Donc, plutôt à tester des choses, à faire mon métier de manière un peu innovante. Je suis un entrepreneur conscient de ses limites, conscient qu'on peut faire des erreurs. Donc, parfois, je m'inspire aussi de ce qui se fait à droite à gauche pour voir si on est dans l'erreur ou pas dans l'erreur. Donc, c'est très intéressant de voir ce qui se fait et plus un écosystème se développe, plus on a de chances d'avoir des clients parce qu'en fait, ils s'institutionnalisent, ils se normalisent et ainsi de suite. Donc, si demain, un acteur crypto continue à faire son activité en étant épaulé ou avoir à son capital une banque, bah, pourquoi pas, ça sera la continuité d'une certaine institutionnalisation et ça renforcera le secteur et ça renforcera la crédibilité du secteur. Donc oui, bien sûr une concurrence saine et une concurrence dans laquelle on peut avoir des institutionnels qui viennent solidifier les règles du marché. Oui, moi je suis bon. Ouais, Voilà, pas de ouais, sujet c'est là-dessus. génial. C'est génial, ouais, c'est une très, très, très bonne vision. Félicitations, hein, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, on voit vraiment que tu prends ça de manière positive et justement pour l'amélioration de tout le monde. Comme tu dis, on peut pas dans tous les cas être partout et il faut savoir aussi regarder ce qui se fait ailleurs pour aussi s'améliorer, etc. Et moi, je pense que tu n'as pas beaucoup besoin de t'améliorer avec tout ce que tu fais. Mais en tout cas, voilà, on voit vraiment que c'est positif et tu le prends de manière positive. Je pense que c'est tout l'aspect DeFi qui est vraiment aussi en train d'améliorer. Je ne sais pas ce que toi, tu penses un petit peu de l'économie DeFi qui est aussi en train de se mettre en place. Il n'y a pas forcément beaucoup de startups, on va dire, qui sont 100% DeFi, mais il y a l'écosystème DeFi est vraiment en train de grossir en lui-même. Et qu'est-ce que toi, tu penses de ce futur de l'économie aussi, toi qui es vraiment dans la gestion? Est-ce que c'est pour toi quelque chose qui est important? Est-ce que c'est juste une couche avant peut-être quelque chose d'autre? Est-ce que c'est une révolution? Comment tu vois la DeFi actuellement? Alors, la DeFi, j'ai commencé à m'y intéresser en 2021. Et Ok, c'est comme ça que j'ai commencé ma formation chez Alira en 2021. ouais, bravo. Une formation d'expert DeFi. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce soir et demain soir, j'interviens auprès des apprenants à l'IRA pour Ah, trop un cool. cours, une intervention avant la fin de leur cycle, justement pour leur donner quelques idées sur le croisement entre la DeFi et la finance traditionnelle. Donc c'est un sujet, tu penses, qui est d'autant plus d'actualité que je vais travailler pour intervenir ce soir et demain. Donc, en Bravo. résumé, euh, aujourd'hui, ce que j'en vois, c'est que on a testé plein de choses. On a voulu, notamment lors du DeFi Summer 2020-2021, on a testé beaucoup, beaucoup de choses. Plein de choses se sont développées, un peu à la hussarde, un peu à la sauvage, beaucoup de copies, beaucoup de choses qui n'étaient pas super sécurisées, des taux de rendement complètement délirants pour essayer d'aller récupérer du cash. euh, des, donc chaque fois qu'on avait des venture capitalistes qui rentraient dans un écosystème, ben, on distribuait des rendements faramineux. Et tout ceci s'est un peu mal terminé avec l'affaire Celsius. Donc, Ouais. il y a eu un gros, gros bouillonnement, et ce gros bouillonnement a amené des choses qui restent, qui sont très intéressantes. Je pense que tout le monde connaît AAV, tout le monde connaît des plateformes d'échange. Moi, tu vois, par exemple, j'aime bien Paraswap qui est resté toujours là. Il y a pas Uniswap, bien sûr, hein, qui est un des acteurs majeurs. Bon, je ne peux pas tous les citer, mais si tu veux, il y a eu plein de choses qui sont sorties. Et comme toujours, il y a quelques costauds qui sont restés, même si c'est un écosystème qui s'est réinventé, y compris dans le marché baissier. Donc, il y a une notion très intéressante qu'il faut noter entre la finance traditionnelle et la DeFi, c'est qu'en finance décentralisée, la plupart du temps, tu as une performance parce que tu es devenu acteur. Alors que dans la finance traditionnelle, tu es spectateur de ta performance. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour toi, avec tout ce que ça peut représenter de côté positif et de côté négatif. Positif parce que tu n'as pas obligé de t'en occuper, tu assumes certains risques, et négatif parce que bah, ça peut coûter plus ou moins cher, et puis surtout, bah, il y a des gens qui prennent des risques pour toi, et c'est pas forcément les risques que tu avais identifiés au départ. Et même nous, quand on conseille des gens, si tu veux, il y a parfois, bah, on a des gérants qui sont pas toujours au top et qui font des erreurs, et c'est nous et nos clients qui en pâtissent. Donc,
le premier point, c'est que tu passes de spectateur à acteur. Alors ça, c'est un point vraiment, vraiment différent. Et quand tu passes de spectateur à acteur, eh bien, tu vas choisir où est-ce que tu vas faire la performance, dans quel type de support tu vas faire ta performance. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est là où j'ai parlé du risque, puisqu'il y a toujours un couple risque-rendement, c'est que plus tu empiles les smart contracts, plus tu empiles les contrats, plus tu augmentes ta surface d'attaque. C'est-à-dire, par exemple, tu vas sur un système où tu apportes de la liquidité à une pool de liquidité. Globalement, la plupart du temps, tu as peut-être 2, 3 smart contracts en jeu, allez 4 on va dire maximum, mais tu as, allez, on va dire entre 2 et 4 smart contracts en jeu. Bon, c'est gérable, surtout s'ils ont été audités, c'est sur des belles plateformes. Et puis, tu as d'autres cas de figure où les gens vont dire, ouais, mais moi je vais faire comme ça, je vais faire une boucle de mise en collatéral, d'emprunt, et ainsi de suite. Et donc là, au fur et à mesure, tu commences à empiler les smart contracts. Moi, j'ai vu des stratégies, alors j'en ai fait, c'était très drôle, où à la fin, tu empilais quand même une quinzaine de smart contracts différents dans une boucle. C'était super rentable. Mais si tu veux, il y a le risque qui augmente. Et il n'y a pas de magie. Enfin, tu vois, personne ne rase gratis ou demain c'est gratuit chez moi, parce que c'est toujours demain et c'est pas aujourd'hui. Et en fait, il faut bien prendre conscience que quand en 2020, fin 2022, début 2023, on te proposait des rendements de 5 à 6% dans la DeFi, quand tout d'un coup les taux ont remonté et le taux sans risque était à 3 ou 4, sincèrement, c'était inintéressant, totalement inintéressant d'aller dans la DeFi pour ça, sauf si tu avais des incentives. Et les incentives sont arrivés sous forme de airdrop cette fois-ci. Ils ne sont pas arrivés sous forme de rendement boosté, ils sont arrivés sous forme de airdrop. Bon, tout ceci pour dire que quand tu vas dans la DeFi, tu as d'autres risques, il faut apprendre à gérer les autres risques. Ça peut être les smart contracts, ça peut être les tokenomics, c'est-à-dire quelle est l'économie des tokens et des coins d'un écosystème. Je me rappelle toujours d'une vidéo, je ne citerai pas la personne, qui nous expliquait avec un gâteau à l'appui qu'il y avait PancakeSwap, et avec les PancakeSwap, tu pouvais faire des rendements extraordinaires. Bah ouais, tu pouvais faire des rendements extraordinaires avec de la monnaie de singe, c'est-à-dire que le mec te donnait un rendement, la plateforme te donnait un rendement de 25 à 30% avec un jeton dont la supply était illimitée. Donc à un moment donné, tu récupérais un rendement dans une monnaie dont de toute façon tu savais qu'elle allait se déprécier. Tu vois, elle était plus illimitée que l'euro ou le dollar, ce qui était complètement fou. Parce que déjà, le dollar et l'euro, c'est quand même la création C'est abusé. monétaire, ça y va. Et bien là, tu avais du cake, et alors le cake, alors tu vois, le gars il s'est délecté de son gâteau, mais en fait, sincèrement, il te racontait n'importe quoi, parce que, bien sûr qu'il était rémunéré pour ça, il oublie de le dire, mais en tout cas, tu vois, le jeton, la rémunération qu'on te donnait, c'était une rémunération en monnaie de singe. Donc monnaie de singe, ça veut dire que quand tu vas la changer, bah, elle vaut déjà moins que tu as récupéré. Donc, est-ce qu'il valait mieux, par exemple, faire donc de la preuve d'enjeu, donc ce qu'on appelle du staking, aller mettre en enjeu des jetons pour avoir un rendement régulier de 4, 5, 6, 7%, 8% à l'époque, avec en Ether ou en Matic ou en Sol, ainsi de suite, et d'avoir des jetons qui sont des jetons de la blockchain, Ether étant plutôt ou BNB, hein, étant plutôt des supplies, enfin, ayant plutôt des supplies un peu limités, ou avoir un super rendement dans un jeton qui n'arrête pas de créer, de nombre d'unités. Donc, je reviens à mon sujet. Petit 1, l'empilement de smart contracts, ça permet d'augmenter ta performance, mais il y a une augmentation corrélative du risque, il ne faut Ouais. pas louper. Et de l'autre côté, ce rendement que tu vas faire, comment se positionne-t-il par rapport au rendement sans risque? Et surtout, comment est-il fait, de quelle manière est-il fait pour savoir si ça vaut le coup de le faire. Voilà. Mais ça, pour moi, c'est très utile pour l'instant par rapport à la finance traditionnelle, parce qu'il y a plein d'idées qui fourmillent, et ça te permet aux gens de devenir acteurs de leur performance au lieu d'être spectateurs de leur performance. Ouais, bah, c'est super intéressant. Effectivement, c'est une bonne vision et c'est bien expliqué. Je pense que les personnes qui nous écoutent vont bien apprécier ce que tu as expliqué sur cette partie-là. Même moi, ça m'a beaucoup plu. Est-ce qu'on peut revenir sur la partie énergie? On sait que c'est aussi Oui. un de tes branches d'activité. Et est-ce que toi, tu as identifié des défis
est-ce que tu as identifié des opportunités actuellement dans le secteur des énergies renouvelables? Est-ce que ça peut être même hors blockchain, on parle pas forcément de la blockchain. Est-ce que tu as identifié des choses qui sont actuellement vraiment des défis qui empêchent peut-être de développer, et puis des opportunités qui permettent vraiment de se dire, OK, ça c'est quand même super important. En fait, pour revenir à la base, je ne connais pas une économie qui se développe sans énergie. Ouais, c'est C'est-à-dire vrai. que tu contrains l'énergie, tu contrains l'économie, et quand il y a eu le premier hiver après l'invasion en Ukraine, les gens étaient extrêmement inquiets. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que si on demandait aux gens de baisser leur consommation d'énergie, aux industries de baisser leur consommation d'énergie 25 ou 30%, on aurait immédiatement une baisse du PIB correspondante. Donc, si tu veux, ça, on sait que c'est vraiment très important. Et puis, cette énergie, quand elle est électrique, elle a des applications qui sont sur des secteurs qui sont en développement très fort. On a parlé en entrée de jeu, on a parlé de la mobilité, mais on a parlé aussi des data centers, donc des clouds. On a parlé de tout ce qui va concerner la blockchain et le reste. Et c'est vraiment des sujets sur lesquels on sait qu'on va avoir une demande en hausse régulière. Donc, il est stratégique aujourd'hui de développer la production d'énergie électrique. En France, on a une énorme avance avec le nucléaire, et qui a été malheureusement laissé de côté pendant de très nombreuses années, et on se retrouve avec un mix énergétique qui n'est pas forcément très pérenne, dans le sens où on a vendu aux Américains les sociétés qui savent faire l'entretien de nos centrales nucléaires. Donc globalement, je pense qu'on peut très bien se retrouver dans une situation assez comment dire, délicate, si jamais stratégiquement les Américains ont envie de nous empêcher de trop produire, ce qui a pu se passer peut-être en 2022 et 2023. Ensuite, on a un pays qui a des points forts extraordinaires, puisque nous avons un pays qui a plutôt des précipitations sous forme de pluie et de neige sur les massifs, et ensuite du relief. Donc, Mhm. qui dit de l'eau qui coule te donne de l'énergie. Donc, on a un pays qui produit entre 15 et 18% d'énergie hydroélectrique. Alors, peut-être que mes chiffres sont, je mets juste un petit astérisque, peut-être que mes chiffres ne sont pas tout à fait justes. Euh, Pendant très longtemps, ça a été à ce niveau-là. Et cette production hydroélectrique, on pourrait la faire monter d'autant plus que on ne serait pas embêté par des problématiques complètement délirantes, des normes au niveau environnemental totalement délirantes. Voilà. Pourquoi je peux parler de ça? Parce que ça fait 40 ans dans la famille qu'on produit de l'énergie hydroélectrique, et je vois très bien comment on est embêté par rapport à ça, et sachant qu'on est très respectueux des cours d'eau sur lesquels on travaille. Bon. Et puis ensuite, nous sommes dans un pays qui a aussi accès à une ressource solaire, alors moins que d'autres, hein, mais quand même. Donc nous avons quand même un pays qui peut mixer beaucoup d'énergie. Et enfin, pays d'élevage. Et ce pays d'élevage, si on veut bien s'en occuper, c'est un pays qui peut produire aussi du biogaz. Donc, je terminerai par quelque chose que j'aime moins, qui est de dire utiliser des champs de betteraves pour aller faire du biocarburant. Mais enfin, l'un dans l'autre, si on était capable de nourrir l'ensemble de la population avec des produits de qualité, et qu'il y avait des champs qui étaient possibles, qu'on pouvait utiliser pour faire des biocarburants, pourquoi pas. En tout cas, si tu veux, entre la maîtrise du nucléaire que l'on a eu, et puis que l'on a peut-être de nouveau, la capacité que l'on a d'aller faire de l'hydroélectricité, on pourrait doubler la production hydroélectrique si on avait des normes qui étaient moins complexes et moins dures, ou si on savait équiper les petits moulins, ainsi de suite. Ensuite, on a du soleil, bon, malheureusement, c'est avec des panneaux chinois qu'on le fait, et enfin, on est capable d'aller faire du biogaz avec nos élevages. Enfin, si tu veux, quand même, on est dans un pays dans lequel on peut produire énormément d'énergie, on peut l'exporter. Bah, aujourd'hui, c'est pas encore ça, même si on exporte plus que les Allemands. Mais je pense qu'il y a des véritables enjeux aujourd'hui de produire, parce que c'est une véritable richesse, et une richesse pour notre industrie. Donc après, maintenant, là-dedans, qu'est-ce qu'on a comme opportunité? Ben, aujourd'hui, on sait que l'énergie en France était vraiment pas chère jusqu'en 2019, Mhm. 2019-2020, et qu'elle était beaucoup plus chère dans la plupart des pays d'Europe qui nous entouraient. Bon, il y a eu des fixations de prix de l'énergie complètement mal foutues au niveau européen, qui fait que les Français ont payé leur énergie beaucoup plus cher que ce qu'ils ne devaient le faire. Mais on va dire que la tendance du prix de l'énergie est un petit peu à la hausse.
Et donc, pour ceux qui le souhaitent, on peut très bien, aujourd'hui, sans artificialiser les sols, sans recouvrir des sols qui peuvent produire de la prairie ou autre chose, on peut très bien produire de l'électricité solaire en circuit court. Et ça veut dire que l'on produit à un endroit et que l'on va consommer au même endroit. Et donc là, avec notamment l'autoconsommation collective, on peut très bien aller faire des systèmes extrêmement vertueux euh, dans un même secteur, de dire avec des producteurs et des consommateurs qui se mettent ensemble et qui résolvent une problématique commune, parce que tout consommateur n'est pas en capacité de produire ce qu'il est capable de de consommer. consommer. Et donc, si je dirais qu'il y a une opportunité à saisir et que chez Montaigne Énergie, on a choisi de la saisir, c'est l'autoconsommation collective qui nous semble être vraiment un sujet d'avenir, j'ai même un sujet social important, de produire une énergie accessible et de la consommer entre nous. Et bah, c'est ouais, pareil, super, super intéressant. Je pense qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses sur la partie énergie. Dans l'écosystème Web3, c'est pas forcément la partie qui est le plus développée. Par contre, c'est vraiment une partie qui commence à prendre beaucoup, beaucoup de force. Tout ce qui est financement à impact, développement, projet. Parce que tu parlais tout au début bah, de financement via de la tokenisation ou autre, de projets photovoltaïques, hydroélectriques, etc. Bah, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en train de prendre la force dans l'écosystème et on voit que c'est important. Dans tous les cas, tu le dis toi-même, il n'y a rien qui fonctionne sans énergie. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même travailler cet écosystème et essayer d'être bon dedans. Et bah, félicitations vraiment pour ce que tu fais. Je pense que c'est super important. Et au niveau, par exemple, si on recherche des projets à accompagner, à financer sur le photovoltaïque, hydroélectrique, il faut te contacter. Tu as la possibilité de nous conseiller là-dessus. Alors, en fait, il y a deux choses importantes, si tu veux. Aujourd'hui, les gens qui veulent faire un peu de placement sous forme de dette, hein, prêter de l'argent à des projets, il y a des plateformes de crowdfunding qui font ça, et on travaille avec certaines. Par exemple, je prends l'Endosphère, qui est une des plus connues. D'accord. Ça, si tu veux, mais c'est encore un placement sous forme de dette. C'est-à-dire tu prêtes de l'argent avec un taux Ouais. d'intérêt pendant 2, 3, 4, 5 ans. Donc ça existe. Nous, on peut toujours donner notre avis sur les projets. Voilà. Ensuite, nous, on recherche aujourd'hui pour nos investissements, soit des agriculteurs qui ont besoin de bâtiments, on leur construit le bâtiment et dessus on produit de l'énergie, soit des toitures en mauvais état, assez grandes, hein, toujours pareil, hein, nous on cherche quand même des surfaces assez grandes pour diminuer les économies d'échelle, soit on va chercher des toitures qui ont la capacité, avec ou sans renforcement, d'accueillir la production de panneaux photovoltaïques dessus. Donc effectivement, si des gens disent «Ah, moi j'ai des bâtiments, j'aimerais quand même produire de l'énergie», ainsi de suite. Bon, bien sûr, ils peuvent nous contacter, on est capable de leur dire déjà assez rapidement si il y a une opportunité ou pas à le faire dessus. Et puis ensuite, il y a des obligations légales, c'est-à-dire que on est en contact avec des foncières qui, eux, ont des obligations de couvrir des parkings, de traiter des nouveaux bâtiments de cette manière-là. Et donc, là encore, on a une capacité d'aller répondre aux personnes sur leur recherche de solutions là-dessus. Bon, après, les gens qui voudront investir aujourd'hui dans dans ce type d'installation, aujourd'hui, nous n'avons pas ouvert au grand public, puisqu'il y a des règles pour faire appel public à l'épargne, et ce n'est pas notre choix pour Ouais. l'instant. Donc c'est uniquement des gens qui se connaissent, qui viennent entre eux, qui disent, voilà, moi je je vais mettre un ticket de 50 ou 100 000 euros parce que mon patrimoine me permet de le faire. Et on commence comme ça. Pourquoi? Parce que ça nous permet de vérifier si le modèle est bien, si le modèle est bon, si le modèle fonctionne, si on est bien dans les clous. Et après, on va faire appel public à l'épargne, parce que c'est d'autres contraintes. C'est des contraintes qui entraînent des frais, hein. C'est-à-dire que dès qu'on va faire ça, il va falloir payer des frais d'avocat importants. Et ça, ces frais d'avocat importants, c'est des frais, et c'est des frais qu'on doit mettre quelque part. Et donc, c'est clair, hein, qu'aujourd'hui, un épargnant qui va mettre 10 000 euros dans un produit par rapport à un épargnant qui peut mettre 200 000 euros dans le même produit, la plupart du temps, celui qui met 10 000, il aura proportionnellement plus de frais que celui qui met 200 000, parce qu'on sera obligé d'aller le protéger. Je vais juste revenir sur un sujet que tu n'as pas abordé et sur lequel Oui. tu pourras le retenir. On parle beaucoup de fusion en ce moment, notamment dans des interventions comme à Montpellier, entre l'IA, donc l'intelligence artificielle, et le Web3. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, on en a parlé entre 2015 et 2019 à Bordeaux FinTech, c'est un sujet qui demande quoi? Qui demande de la data,
donc Ouais. stockage de la data, énergie, de la capacité de traitement, donc énergie, et des tuyaux pour échanger ça à rythme rapide, donc de l'énergie. Donc le développement de l'IA aujourd'hui est un développement, les gens en parlent beaucoup, mais ne se rendent pas compte, c'est un Énergivore. développement qui est extrêmement énergivore aussi, et Mmh. donc énergivore en électricité, et idéalement, ça serait mieux que ce soit avec de l'électricité décarbonée, comme est la majeure partie, par exemple, de la preuve de travail sur la blockchain Bitcoin. Voilà. Et donc, voilà, on parle beaucoup d'IA, mais on oublie de dire que derrière l'IA, il y a une grosse consommation d'énergie, puisque ça utilise beaucoup de choses qui sont basées à base d'énergie électrique. Et c'est un exemple. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu peux aller investir dans l'IA, comme l'or, par exemple, à l'époque de la ruée vers l'or, ou tu peux investir dans les pelles ou les pioches. Ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, investir dans l'énergie ou le hosting, c'est investir dans les pelles et les pioches du 21e siècle. Ouais, c'est intelligent. C'est intelligent, c'est un peu comme, aussi financer le développement, mais d'une autre manière, parce que ça va permettre, avec une énergie moins chère, ça va permettre de peut-être encore plus développer de projets, des projets plus énergivores, mais qui coûteront rien en énergie ou qui seront pas polluants, et ça sera décarboné. On peut, je sais pas, on peut penser à l'hydrogène et d'autres, système énergétique comme ça qui fonctionne bien. Tu parlais juste avant de Bordeaux FinTech. Donc, c'est un événement que tu as fondé et que tu as développé à l'époque. On sait que tu es très présent dans les événements. Tu parlais juste avant que tu es présent aussi à l'IRA, tu es présent sur LinkedIn, tu es présent partout, on te voit partout. Comment tu arrives à avoir une présence aussi multipliée? On sait que ton agenda, il est full. Comment tu arrives à gérer toute cette partie-là, d'être présent partout? Alors, d'être présent partout, c'est super important, mais comment tu arrives à gérer toute cette partie-là? C'est pas trop dur? Écoute, d'abord, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe. Ouais, Une équipe qui est pluridisciplinaire et donc qui a la capacité de gérer ce que moi je ne gère pas. Et si tu veux, quand tu veux développer une entreprise, tu as deux manières. Soit tu fais du démarchage, et certains le font. Donc tu vois, je suis toujours, moi, on me dit oui, faites du lead, achetez des leads et ainsi de suite. Bon, c'est une manière de faire. Nous, on a décidé de ne pas fonctionner comme ça parce qu'on trouvait que les contacts qui nous étaient apportés n'étaient pas forcément des contacts de bonne qualité. Donc ça, si ouais, tu veux, quand tu es chez Xerox, tu apprends que c'est du push, hein, tu pousses le produit vers le client et puis tu essaies de conclure derrière. Pas forcément toujours de la qualité. Donc c'est pour ça que nous, on n'a pas forcément choisi ce fonctionnement-là. On a plutôt choisi le pull, hein, attirer le client vers soi. Et comment tu attires le client vers toi? Eh bien, tu attires le client en expliquant ce que tu fais. Et si ça interpelle le client, si le client dit tiens, ça c'est un peu ce que je cherche, eh bien, le client va te contacter, à toi de voir si tu n'as pas raconté trop de bêtises et si ce que tu as raconté est réel et que tu es capable de délivrer la promesse que tu fais. Donc c'est toujours le vrai sujet quand tu fais, quand tu interviens, c'est d'intervenir toujours dans le côté réaliste et que le client ne se fasse pas une idée de ce que tu pourrais faire qui serait un peu idéalisé. Donc c'est un peu le risque. Donc nous, on essaie de faire attention à ça. Et l'idée, pourquoi, enfin, si tu as l'impression de me voir beaucoup, moi j'aime bien communiquer sur LinkedIn, communiquer, il faut globalement communiquer un peu tous les jours. Donc ça, moi, ça m'amuse, donc je le fais un peu régulièrement. Ensuite, quelques événements, oui, bah, écoute, s'il y en a, pourquoi pas. Ma visibilité, elle est née aussi par le fait que j'étais à l'époque, en 2021, l'un des rares CGP à parler de crypto. Et en 2022, quand BFM a lancé l'émission BFM Crypto, il voulait un CGP qui sache parler de ce sujet-là. Et donc, ils m'ont trouvé. Donc, du coup, du BFM Crypto, on est arrivé à Grand Angle. De Grand Angle, je suis arrivé à une première mmh, conférence à Paris qui était Time to Decrypt. Puis, il y a une autre conférence qui est arrivée par la suite. Patrimonia, qui était une conférence, c'est le salon des CGP à Lyon fin septembre, a trouvé intéressant qu'un CGP puisse aussi se positionner. À ce moment-là, il y avait aussi Owen Simonin sur scène et, mmh. et aussi Faustine Fleuret. Donc on était, tu vois, ça participe aussi à la demande. Puis après, effectivement, j'ai pas mal de sollicitations. Je ne les accepte pas
pas toutes. Et par exemple, tu vois, là, il y a bientôt la Paris Blockchain Week. Donc, Ouais. ça partira, quand ça sera publié, elle aura eu lieu. Mais en tout cas, je fais l'impasse totale parce que j'ai aussi un métier et que cette semaine-là, je suis sur d'autres sujets. Donc, le tout, c'est d'essayer de bien s'organiser. Puis, accessoirement, j'ai aussi une famille nombreuse. Donc, je suis aussi présent auprès de ma famille nombreuse et je travaille très peu le week-end pour être présent sur ce sujet-là, même si le samedi, je fais un peu de réseaux sociaux, mais vraiment à la marge. C'est une question d'organisation. Avec l'expérience, on apprend à mieux organiser ça. Et puis, de temps en temps, l'équipe est là aussi pour me rappeler que je ne dois pas les oublier, parce qu'il est toujours plaisant d'aller parler de soi sur un média que être en train d'appliquer une stratégie ou de regarder si la stratégie appliquée est toujours efficiente avec un client. Et c'est très intelligent de dire, OK, moi, je vais apporter de la valeur gratuite sur les réseaux, dans des conférences, pour pouvoir montrer ce que je suis en capacité de faire. Et comme ça, le client qui est en face, il va se dire, waouh, vu ce qu'il est capable de faire gratuitement, j'imagine qu'est-ce qu'il est capable de faire si je devais payer le service. Et ça permet en fait de surévaluer, enfin pas surévaluer, mais de montrer d'une manière très forte et très puissante bah, ta capacité d'apporter de la valeur à des gens de manière gratuite. Et les gens se disent forcément, bah, quand je vais travailler en termes de conseils avec la société, bah, forcément ça va être mieux. Et du coup, ça va les attirer, ils vont forcément venir te voir. En plus, ils vont commencer à adhérer à ton discours, à adhérer à tes paroles, à ce que tu fais, la valeur que tu prônes. Et quand ils arrivent, limite, ils sont déjà au courant de tout ce qu'ils peuvent faire avec toi. Et en gros, il n'y a plus qu'à leur dire, les aiguiller, les conseiller. Et ça, c'est très, très bien. Et quand justement tu parles de clients, tes clients sont principalement B2B, B2C ou tu fais les deux? Donc en fait, alors moi personnellement, j'ai plutôt une clientèle d'entrepreneurs, plutôt, Ouais. hein, c'est ce que j'ai développé. Et puis aujourd'hui, on a des seniors et des juniors, hein, puisqu'on a des gens dans chaque tranche d'âge aujourd'hui dans la société. Il y a une soixantenaire, il y a un cinquantenaire, c'est moi, il y a un quarantenaire, plusieurs trentenaires et des gens qui n'ont pas encore 30 ans. Donc, si tu veux, il y en a pour tous les âges. Et effectivement, quand tu vas attirer les gens à toi, il y a une partie du boulot qui est fait lors de la mise en relation. C'est-à-dire que les gens savent un peu ta personnalité, les points sur lesquels tu interviens, ce qui leur a plu et ce qui leur a moins plu. Et donc, ça permet d'avoir des échanges dès le départ qui sont de meilleure qualité. Alors que quand tu vas aller chercher des leads et puis appeler le client en Et disant, oui. voilà, vous avez été intéressé par un Pinel, alors moi j'ai les meilleurs Pinel de la Terre et ainsi de suite. Un Pinel, c'est un appartement des fiscs. Bon, c'est pas notre secteur, d'autres le font, hein. Eh bien, si tu veux, tu as pas forcément toujours une relation de qualité dès le départ. Mais là encore, ce que je t'ai dit, c'est que le danger peut être que les gens idéalisent ce que tu peux faire. Et donc, il faut Ah oui. toujours être très prudent, être conscient de ce que tu sais faire et ce que tu peux faire, et pas survendre les choses pour éviter que par la suite, il y ait des déceptions. Parce qu'au début de la relation, on est tous tout feu, tout flamme, et après, mais il y a la réalité des choses qui fait que nous ne sommes pas parfaits et que on fait au mieux. On a vraiment le souci de nos clients. S'il y a un point qui nous rassemble tous dans notre entreprise, c'est qu'on a le souci du client. On veut vraiment satisfaire le client, on veut avoir des clients satisfaits. Ça, c'est un vrai souci qu'on a en commun. Bon, mais pour autant, bah, tu vois, tu fais pas de miracle. Il n'y a pas le truc parfait. Le gars qui te dit, mais moi, j'ai eu que des choses parfaites qui m'est arrivé. Le gars, mon gestionnaire de patrimoine, il n'a fait que des choses parfaites. Ben, je sais pas, je me dis, moi, je me remets en question, hein. Tu sais, on a une vraie capacité à se remettre en question quand on entend ça. Et puis l'expérience fait que ben, on fait au mieux et on essaie de se remettre en question régulièrement. Et c'est la meilleure manière, normalement, d'avoir des clients fidèles. Et on a plutôt des clients fidèles. Voilà, tu vois, on n'est pas obligé, comme certains, de renouveler notre clientèle tous les 3 ans, quoi. Ouais, parce que la force, c'est que ton conseil fidélise le client, la valeur de ce que tu apportes et leurs résultats va forcément te faire monter en notoriété. Et puis après, tu as aussi le bouche à oreille qui va arriver derrière, mais la qualité de ton travail fait que tu n'as pas besoin d'aller chercher des clients tous les ans. Soit ils viennent à toi, soit tout simplement, c'est des personnes réguliers que tu arrives à fidéliser. Et ça, c'est génial. Félicitations pour toi. La Euh, qualité du suivi, tu vois, la qualité du suivi. ouais, C'est-à-dire qu'en fait, il faut
quels que soient les éléments, tu vois, par exemple, tous les gens qui sont là, qui sont arrivés, tu vois, pendant cette hausse des marchés avant le halving, qui était un peu inattendue. Bon, eh ben, tu as différentes manières de le voir. Tu as les gens qui pensent que nous, on va être capable de leur dire non, non, ça va monter très vite. On sait que ça va monter à 70 000 $ très rapidement, donc il faut investir tout de suite. Puis il y a des gens qui ont conscience que quand ils viennent te voir avec une somme non négligeable, qui représente 10% de leur patrimoine, qui veulent le mettre en crypto, et on est il y a 4 5 mois, tu leur dis la raison veut que vous commenciez à investir de manière progressive. Et puis bah, ça Totalement. monte plus vite que prévu. Et ben là, tu as deux types de réactions. Tu as les gens qui disent ouais, bah, de toute façon, vous n'avez pas prévu que ça montait comme ça, vous êtes nuls. Et puis d'autres qui disent oui, je comprends, j'ai accepté le fait que on y aille progressivement. Effectivement, si j'avais été plus investi, j'aurais mieux gagné. Mais bon, déjà, on a investi, tu vois. Et donc, tu as différents clients. Je ne vais pas dire que tu as de la bonne foi et de la mauvaise foi, mais c'est pas loin. Et donc, Mais un peu, ouais. autant garder les gens avec qui tu t'entends bien, avec qui comprennent ton discours et ainsi de suite. Voilà. Ah non, c'est ouais, c'est très intelligent. Puis ça va permettre aussi à des investisseurs de se trier même eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont, tu vas voir directement, grâce à sa mentalité, que tu as envie de travailler avec lui ou pas. On sait que tu es assez pro Bitcoin, même plutôt expert Oui. Bitcoin. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis actuellement, bah, du Bitcoin, des ETF, de ce qui se passe autour, de, de tout l'écosystème qui est en train d'exploser sur le Bitcoin, alors pas qui explose déjà depuis des années, mais qui continue, de la valeur là qui a atteint la TH il n'y a pas très longtemps, qui va sûrement peut-être le dépasser, alors c'est pas un conseil en investissement, mais voilà, qui va peut-être potentiellement le dépasser dans les prochaines années ou dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution du Bitcoin et ton ressenti par rapport à tout ça? Alors, je dirais que Bitcoin est un jeune homme en pleine adolescence. Ok, Donc 14 ans, allez, 15 ans, 15 ans, donc un adolescent. Donc en pleine croissance. Pour moi, le potentiel de Bitcoin n'est pas arrivé. Dans 15 ans, il sera peut-être à maturité, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Donc pourquoi je suis pas Bitcoin maximaliste, parce que je pense qu'on peut compléter son portefeuille, toujours pareil, on ne fait pas une allocation 100% sur un truc, on ne fait pas all-in sur quelque chose, même si quelqu'un qui me dirait, Louis, les cryptos, je veux faire que du Bitcoin, ça ne me dérangerait pas, et je ne vais pas le bah oui. contredire forcément. Hein. Mhm. Voilà. Alors pourquoi tout ça? Euh, Là encore, je n'ai aucune certitude, mais j'ai des convictions. Hein. Et je précise bien ce point. Je n'ai aucune certitude parce qu'il faut pouvoir se remettre en question le matin quand on se lève. Tiens, il s'est passé ça, qu'en est-il? Est-ce qu'il ne faut pas que je révise mon jugement? Est-ce qu'il ne faut pas que je révise mes positions? Donc, maintenant, je vais vous parler de mes convictions et non pas de mes certitudes. Bitcoin, pour moi, c'est un commun. Pourquoi? Parce qu'il y a une conférence magnifique d'Andreas Antonopoulos en 2013, sur laquelle il commence avec 4 personnes dans la salle, et hop, tout de suite, il passe à 3, parce qu'il y a un mec qui s'en va, parce qu'il quitte la salle. Bon, et c'est Bitcoin Neutrality. C'est la neutralité de Bitcoin. Parce que l'on soit petit, grand, jaune, rouge, noir, vert, ainsi de suite, ou qu'on soit un homme, une femme, un indéterminé, ainsi de suite, on peut acquérir du Bitcoin, encore pour l'instant. On peut s'échanger du Bitcoin, permissionless, trustlessness. Donc, c'est un outil qui est un outil d'échange de valeur de pair à pair, sans tiers de confiance et sans demander la permission à personne. Tant que ça dure, c'est une valeur inestimable. Bon. Donc ça, c'est, je dirais, la première étape. Deuxième étape, on a vu des gens qui ont développé les ordinals. Bon, ok. Pour l'instant, ça Ouais. nous a pollué les frais de transaction. Est-ce que ça a vraiment apporté des choses? On verra. Moi, j'ai un petit espoir, j'aimerais faire des NFS, des non-fungible SAT. Bon, aujourd'hui, c'est Ok. pas encore ça, mais on pourra peut-être faire des choses avec ça. Pas pour aller mettre des gribouillis ou des têtes de singe ou des têtes de mort, un truc comme ça, hein, sincèrement, c'est pour faire autre chose. Hein. Tu sais, les non-fungible tokens, c'est surtout en gestion de patrimoine, ça peut permettre de gérer des portefeuilles, ainsi de suite. Notamment avec le count abstraction qu'on a sur Ethereum, tout ça, c'est des trucs que je regarde parce que ça va nous servir demain. Maintenant, revenons sur Bitcoin. Bitcoin, pour moi, a beaucoup de vertus. La première, donc, on a dit qu'il était neutre. Le deuxième, c'est que c'est un système qui est d'une efficience extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est parce que
aujourd'hui, la majeure partie du réseau est sécurisée par extra capacité électrique renouvelable et que plus on est nombreux à se faire la guerre à être concurrents pour valider des transactions, plus on sécurise le réseau. Et ça, c'est vachement bien parce que ça permet d'une part d'avoir un écosystème et une communauté extrêmement forte. On est des dizaines de millions à avoir une copie de l'ensemble des transactions Bitcoin dans une sauvegarde. Hein. Moi, ici, il y en a une. Hein. Ici, il y a un Raspberry qui tourne et j'ai une copie de la blockchain Bitcoin. Et il ne faut pas oublier que plus de 2 milliards de transactions depuis l'origine, 2 milliards de transactions depuis l'origine, tiennent dans 560 gigaoctets. Waouh! Tu es un demi-téra, un peu plus d'un demi-téra, c'est 2 milliards de transactions, toutes les transactions depuis l'origine. Tu peux aller, si tu veux, te balader dans le bloc 12 pour voir les transactions du bloc 12. Et ça tient dans un demi-téra. C'est là où l'efficience, elle est bluffante. Sur Bitcoin, on a bâti un layer 2, donc une couche de paiement qui s'appelle Lightning, mais c'est une première expérience. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. Il y aura sûrement les covenants, on va pouvoir faire des contrats automatisés sur Bitcoin. Nous, on se sert d'une capacité qui a été développée par Wizard Sardine qui s'appelle Liana, qui nous permet avec Miniscript, par exemple, dans Bitcoin Core, de mettre des scénarios de sécurisation des clés et de transmission des clés, soit dans le cadre de la perte temporaire de décision de quelqu'un, soit dans la perte définitive de la clé ou quand il est décédé. Donc, il y a plein de choses qui vont être développées sur Bitcoin, et c'est pour ça que je dis c'est un adolescent. En fait, tout. Et il y a encore tout qui a la capacité de venir. Tu vois, au moment où je dis ça, il y a un rayon de soleil qui arrive sur ma tête, c'est fabuleux, extraordinaire. Et donc, et donc, pour être plus terre à terre et plus sérieux, pour moi, avoir gardé la preuve de travail, c'est capital. Je viens de l'expliquer la semaine dernière à des lycéens, ils ont compris l'intérêt des choses. Bitcoin est basé sur des mathématiques, c'est transparent, sur 40 technologies qui ont été rassemblées les unes après les autres. Il y a un super schéma de Dan Held là-dessus qui montre l'ensemble des technologies qui arrivent à Bitcoin. Et donc, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, j'ai oublié son nom, qui s'appelle L'élégance de Bitcoin. Tu vois, pour moi, il y a de l'efficience, de l'élégance, de la neutralité. Et Bitcoin, pour moi, est un commun. Tu vois, moi, je suis chrétien, je suis catholique, pratiquant. Eh bien, pour moi, je me suis posé la question, est-ce que Bitcoin, il est compatible avec les valeurs de l'Église et de la doctrine sociale de l'Église? La doctrine sociale, c'est comment le chrétien se comporte en société. Et par exemple, tu vois, en tant que patron, tu essaies d'être juste, d'être équitable, de tout ça, tu vois. C'est des valeurs qu'on a dans la société, notre société, elle est judéo-chrétienne d'origine. Donc tout ça, eh bien, je me suis posé la question, est-ce qu'au niveau moral et éthique, Bitcoin est compatible? Et tu vois, j'ai discuté avec des gens d'assez haut niveau, et on est arrivé à la conclusion, bien sûr, c'est un commun, puisque c'est quelque chose qui est accessible à chacun et qui a un grand principe d'égalité. Donc, ouais, je suis très... Quand tu vois, je n'aurais jamais la même verve à te parler d'Ethereum, qui est très bien, hein, mais si tu veux, je pense que Bitcoin, il y a un enjeu géopolitique, un enjeu de société, un enjeu d'équité qui va bien au-delà. Tu vois, un rêve que j'ai, c'est que tous les pays du Sud, entre guillemets, ou tous les pays qui ont un problème monétaire, dont les habitants ont fait le pari de mettre un peu sur Bitcoin, qu'on monte à $1 million le Bitcoin, et que ces gens-là qui ont, tu vois, qui ont pu mettre de côté, peut-être à plusieurs, un quart de Bitcoin, ben, se retrouvent tout d'un coup avec les moyens de leurs rêves, et dans Ouais, leur c'est pays génial. d'origine, tu vois, sans quitter le pays, que les diasporas puissent envoyer de l'argent à la maison pour des frais extrêmement faibles, tu vois. Et voilà, Bitcoin, ça me motivera toujours plus que les autres cryptos. Que les autres. Donc t'es pas Bitcoin Maxi, mais c'est quand même très proche en tout cas. Non, mais c'est super intéressant. Puis on voit Non, effectivement le ressenti et ce que tu penses. parfois, le maxi, il a un défaut, c'est que pour lui, il n'y a que Bitcoin qui a de la valeur et le reste n'en a pas. Ouais. Moi, je dirais que, pour prendre un mot anglais, les choses adressent des problèmes différents. Ouais. Bitcoin résout ou adresse des problèmes qui sont majeurs, comme euh, la- la- l'alternative, enfin l'échange de valeurs sur Internet. Voilà. Et le réseau extrêmement bien.
avec des questions d'incensurabilité, de sécurité et de choses comme ça. Bon, et puis Ethereum a aujourd'hui une efficience avec le VM, hein, tout ce qui est Ethereum Virtual Machine, donc tout cet environnement autour d'Ethereum. Quand c'est bien fait, qu'il y a des systèmes de smart contracts qui sont super intelligents, super intéressants et super utiles. On va pas chercher, nous, d'abord, aller chercher, tu vois, à euh, euh, faire des prix et des mains pour que nos parts de centrales solaires, si on le fait, soient accessibles par du Bitcoin et uniquement avec des non-fungible sats, avec un truc impossible et ingérable. On va utiliser une blockchain efficiente, si c'est Gnosis, si c'est Avalanche ou si c'est Cosmos, on va utiliser un truc, tu vois, qui est efficient là-dessus. Et pour autant, voilà, je pense que Bitcoin aborde et traite d'autres sujets et c'est pour ça et qui sont pour moi majeurs, tu vois, vraiment majeurs. Je pense que c'est plus important pour moi si j'étais dans une diaspora et que je travaillais, que je devais envoyer de l'argent chez moi, ou si j'étais dans un pays qui avait une inflation de 60% par an. Je pense que c'est beaucoup plus central pour moi d'avoir une réserve de valeur comme Bitcoin, d'avoir un moyen d'échange comme Bitcoin, que de pouvoir faire des smart contracts parce que je vais faire des poules de liquidité, tu vois. Je pense que il y a des choses qui sont plus centrales que d'autres. Ouais, il y a une valeur qui est différente, effectivement. Ah, c'est très intéressant. Qu'est-ce que toi, tu penses justement sur la partie gestion de patrimoine et justement crypto, Bitcoin? Est-ce que tu penses que justement c'est l'actif futur que toutes les gestions de patrimoine devront avoir ou pouvoir proposer et analyser? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Parce que on va pas se mentir, il y en a très peu qui proposent et il y en a très peu qui connaissent. Alors, déjà, il faut connaître avant de pouvoir proposer. Donc, on en est vraiment très, très loin. Toi, tu as encore une fois de l'avance là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est vraiment le futur de toutes les gestions patrimoine? Est-ce que la blockchain va être dans tous les portefeuilles dans pas longtemps? Alors, la blockchain, ce n'est pas dans les portefeuilles, mais ça va faire partie des investissements, que ce soit via la tokenisation, via la crypto, via la tokenisation. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour moi, tout bon patrimoine doit détenir 2% minimum de Bitcoin. Voilà. 2% Et on minimum est, de Bitcoin. OK. ouais, c'est-à-dire qu'on est allé voir l'ensemble de nos clients, on leur a dit, voilà, nous on pense que c'est ça. Et on vous propose de le faire. Donc au début, nos premiers clients, ça a été nos clients à nous, et qui ont signé un accompagnement spécifique sur la crypto. C'est-à-dire qu'on n'a pas mêlé ça aux abonnements précédents, on a fait ça pour que les choses soient bien claires et que si jamais la MF venait nous dire comment vous avez fait, ben on a fait un contrat d'accompagnement spécifique sur les aspects crypto pour pas qu'il y ait de sujet, pour pas que les gens soient malgré eux ou par erreur, sans le savoir, soient investis par mégarde en crypto. Donc, oui, la base, pour moi, il faut 2% de Bitcoin dans un portefeuille aujourd'hui. Tu ne les acquiers pas d'un coup, hein. Imaginons que tu as un patrimoine je sais pas, tout compris, tu as un patrimoine de 2 millions d'euros, tu vas pas dire lundi, ben, je mets 40 000 sur Bitcoin. Non, tu vas avoir une stratégie d'acquisition, on fait beaucoup de DCA et de choses comme ça. Et voilà, donc ça, je dirais que ça, c'est la base. Et attends, c'est pas moi qui le dis. Regarde les ETF qui ont été mis en place aux États-Unis. Dans tous les portefeuilles équilibrés que tu as aux États-Unis, le profil de gestion équilibre, c'est 2% de TF Bitcoin. Donc tu vois, nous, ce qu'on avait mis en place, BlackRock ou d'autres le disent. Donc, On mais dirait ça, qu'ils c'est t'ont la copié. première. Non, Oh, c'est la question de la javel dans l'eau, quoi. Si tu as de l'eau, tu bois de l'eau de javel, t'es très très mal. Tu mets 2% d'eau de javel dans une eau qui est un peu moyenne, tu as beaucoup plus de chances que cette eau qui est un peu moyenne, elle devienne buvable, tu vois. Donc, passons sur les 2%. Après, tu as différentes manières d'acquérir des bitcoins. C'est-à-dire que tu investis 2%. Mais après, si ton truc fait x10, tu vas te retrouver dans ton patrimoine qui n'aura pas fait x10, tu vas te retrouver avec une partie qui représente une partie importante de ton patrimoine. Et c'est là ouais. qu'il va falloir faire des arbitrages. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Comment je m'en sors? Est-ce que je prends mes plus-values ou pas? Ben, par exemple, la meilleure des choses quand il y a des clients, imaginons qu'on fasse 1 x 5 x 6. Même déjà, tu vois, là, il y a des gens qui ont fait plus de 2 fois et demi leur mise. Bon, on leur dit, écoutez, prenez un petit peu, même si on n'est pas dans notre avis, on peut se tromper, mais on ne pense pas être au plus haut. Eh bien, prenez un petit peu, récupérez un petit peu de cash parce que ça va vous permettre de rembourser votre investissement de départ. Et c'est de la prudence, c'est vraiment de la prudence. Donc, on commence par Bitcoin. Et puis après, on va chercher pour d'autres raisons, d'autres actifs. On va chercher d'autres pioches et d'autres pelles dans cette ruée vers l'or. Donc on va aller
identifié quelques... tu vois, on a un certain nombre de clients qui ont des patrimoines non négligeables sur lesquels ils ont commencé par acheter 32 Ethers. 32 Ethers Wow. leur a permis d'avoir un full node. Un full node selon notre fonctionnement, dont les caractéristiques étaient qu'il devait être, dont ils ne devaient pas confier les clés de leur Ether à quelqu'un d'extérieur. Donc on était sur du full node self-custody. Bon, puis après, on a des gens qui veulent aussi parier sur quelques infras. Donc effectivement, on a quelques clients qui ont du Cosmos, quelques clients qui ont de la VAX, quelques clients... On a sélectionné quelques tokens. Puis après on a une loi française qui nous aide, qui dit que tant que tu fais un swap d'une crypto vers une autre crypto, tu n'as pas de fiscalité, pour l'instant, hein, pourvu que ça dure. Il paraît que ça peut ne pas durer. Donc on a sélectionné, on a fait une shortlist de quelques stable tokens, et non pas stablecoin, puisque ce sont des tokens et pas des coins, stable tokens, qui nous permettent de faire des arbitrages en sortie de Bitcoin ou d'autres choses pour stabiliser une plus-value. Et dans ces cas-là, on a trouvé des stable tokens basés sur l'or. Donc là, il faut aller auditer les preuves de réserve. Tu peux avoir des stable tokens donc en dollars, ça tu connais, donc un œil sur les réserves. Tu peux avoir des stable tokens en euros. Là, attention, il n'y a pas beaucoup de profondeur de marché. Donc là, on espère que ça va quand même un peu... hein. Et puis enfin, tu peux aussi avoir des monnaies plutôt de réserve, comme le franc suisse, par exemple. Et là, c'est pareil, sur quel stable token tu vas mettre. Et on espère que demain, on pourra avoir d'autres stable tokens que l'on pourra avoir comme actif numérique, puisque je le rappelle, un token realty n'est absolument pas un actif numérique au sens de la législation fiscale française. Et donc, quand tu achètes avec un USDC ou un USDT ou du XDAI un token realty, bah, tu fais une sortie de ton portefeuille, tu fais un cash out de ton portefeuille, et donc C'est clair. tu vas déclencher la plus-value. Donc, tu vois, il y a tout ce travail-là. Et ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que les gens qui ont fait, par exemple, 50% de Bitcoin et 50% d'autres choses, on va dire de altcoin. Oui, parce qu'il n'y a pas de chez nous de Dogecoin, des Shiba. Alors Shiba et Doge, ça monte très bien, c'est prêt, hein, mais nous, on ne va pas dessus parce que ça ne correspond pas à notre approche. Bon, les gens qui font sur des altcoins, ils font de la plus-value. Tu sais où est-ce qu'ils la mettent, leur plus-value? Tu as une idée où est-ce qu'ils mettent leur plus-value? Imaginons qu'ils ont acheté du AVAX ça fait x2, et puis ils disent, tiens, je vais un peu sécuriser. Eh bien, ils la mettent sur Bitcoin. Et Ouais, c'est ce ça, que c'est j'allais remarqué dire. que dans J'allais dire, l'écosystème, beaucoup de gens qui vont sur des alts, ils font de la plus-value. Et qu'est-ce qu'ils font de la plus-value? Ils la mettent sur Bitcoin. oui, parce que ça reste quand même le moteur de la blockchain, ça reste le moteur de l'écosystème Web3 et ça reste l'actif de référence, l'or 3.0, comme beaucoup de gens aiment le dire, le nouvel or. Et effectivement, tu peux prendre des risques pour aller essayer de faire un petit peu des gros multiples, peut-être plus gros que le Bitcoin ailleurs. Puis à la fin, tu dis, bon, bah, je finis tout dans tous les cas en mettant sur le Bitcoin parce que c'est l'actif qui me sécurise le plus. C'est qui le patron? Voilà. Oui, Donc maintenant, par rapport à ça, nous, qu'est-ce qu'on a développé? On recherche tout le temps des solutions. Et donc, dans notre approche sur le conseil patrimonial Bitcoin, on a développé un accompagnant. Parce que tu vois, quand tu comprends, hein, c'est pas, nous, on ne va pas se rémunérer parce que le gars, il achète sur une plateforme qui nous reverse des fees. Tu vois? Et parfois, c'est tellement ridicule les fees qu'on reçoit sur des plateformes que c'est même pas de la rémunération, quoi, tu vois. Et donc, si je vais à l'essentiel, on va avoir quoi? Des stratégies d'acquisition et des stratégies de cession. Deuxièmement, des stratégies de sécurisation. Donc là, on fournit une clé Ledger à nos clients. C'est obligatoire. De toute façon, nous, on veut que du self-custody. Donc, on fournit une clé Ledger, mais surtout, on leur explique comment on se sert de la clé Ledger et comment on sécurise une seed, enfin la phrase de génial. récupération. On en fournit quelquefois dans le forfait Family 3. Comme ça, on fait une stratégie à 3 clés dont les 2 clés sécurisent la première et ainsi de suite, et la première et la troisième sécurisent la deuxième, et la première et la deuxième sécurisent la troisième, tu vois, un truc tournant comme ça. Ensuite, on a toute la problématique déclaration fiscale. On aide les gens à ce qu'ils soient carrés vis-à-vis de l'administration fiscale, qu'ils aient les bonnes stratégies, et d'autre part, qui déclarent ce qu'il faut déclarer, pas plus, mais pas moins.
Ensuite, on a la partie formation, donc on a des tutos, puis on a des webinaires que l'on fait. On a fait des webinaires avec des gens passionnants. On a fait des webinaires l'autre jour avec Charles Guillemet de chez Ledger. On a eu le patron de la gendarmerie, on a eu Yorick de Montbine, on a eu Sébastien Gouspillou, on a eu, enfin voilà, plein de gens, on a eu Wizard Sardine, enfin plein de gens qui interviennent quand on trouve que on en a besoin pour l'actualité. Puis 5, les revenus. Et tu vois là, par exemple, le nouvel arrivant dans l'équipe, c'est un gars qui est expert en DeFi, qui est même professeur à l'IRA, professeur remplaçant à l'IRA, et qui vient nous apporter un complément à ce que l'on fait pour avoir des éléments complémentaires. Et puis pour terminer, si c'est la transmission, je perds la boule pendant 6 mois parce que j'ai pris un accident de scooter, bah, qu'est-ce qui se passe? Je suis définitivement, enfin je décède, qu'est-ce qui se passe? Comment mes cryptos vont à mes descendants? Est-ce qu'on les vend, est-ce qu'on les vend pas? Qui va les gérer? Mm. Parce que si mon épouse ou si mon époux ne sait absolument pas comment faire, madame est ingénieure, elle a des cryptos, monsieur est un peu artiste, il s'en fout complètement, ou monsieur est banquier, il veut pas en entendre parler. Et à ce moment-là, qui va gérer pour l'enfant mineur? Comment on fait une donation à ses enfants, ainsi de suite. Tu vois, hier, j'avais un appel de quelqu'un qui me disait, Monsieur de Froissart, moi, j'ai des clients qui voudraient faire des stratégies de donation, comment on fait, comment vous intervenez? Ben, je vais intervenir pour vous aider à sécuriser tout ça. Et puis, il y a Génial. 15 jours, j'ai un notaire qui m'a envoyé un client en disant, voilà, Monsieur de Froissart, je suis en train de faire un testament, je dois être sûr de ne pas faire de bêtises, de bien tout prendre en compte. Donc, tu vois, on a utilisé quoi? Notre savoir-faire en gestion de patrimoine qu'on a transféré sur cet actif-là, qui apporte une contrainte technique complémentaire, mais dès que c'est compliqué, ben, ça nous plaît, puisque c'est une manière de se différencier. Et de montrer ta valeur justement là où les autres personnes n'auraient potentiellement pas de réponse. Donc c'est super, super intéressant. S'ils cherchent, ils auront la réponse, on invente, En enfin, t'appelant? on n'invente rien, mais Ouais. simplement, on aime se coltiner des sujets un peu costauds, et si tu veux, c'est aussi mon petit bâton de maréchal. Je suis très content, j'ai fait en 2002 une école, enfin j'ai fait un troisième cycle gestion de patrimoine en 2002, puis en 2014 je l'ai fait revalider. C'est à Clermont-Ferrand, ça s'appelle l'OREP. Ben, je suis très content cette année en 2024, je suis devenu intervenant à l'OREP, c'est génial parce que Ah, trop c'est un cool. peu la boucle si tu veux, qui se boucle. C'est par l'innovation que j'ai réussi à devenir enseignant dans cette université enfin dans cet établissement prestigieux, et c'est plaisant, mais c'est parce que on veut se coltiner aussi des choses un peu compliquées, et voilà. Bah, bravo. C'est super, super intéressant tout ça et je pense que tout le monde apprécie beaucoup tout ce que tu partages et tout ce que tu, tu valorises par rapport à tes connaissances et ton expérience. Est-ce que on arrive gentiment à la fin du podcast et à la fin du podcast, on a tendance à laisser un petit peu un mot de la fin à notre invité. Alors ça peut être un mot de la fin, ça peut être une anecdote, ça peut être un sujet qu'on n'a pas traité que tu voudrais aborder, ça peut être une nouvelle activité que tu vas lancer et que tu veux en profiter pour le promotionner maintenant. Tu as carte blanche, ça prend le temps que ça prendra. Dis-nous tout. En fait, tu vois, aujourd'hui, bon, j'ai 55 ans, donc il y en a certains qui disent, ouais, moi je veux tout faire pour partir à la retraite à 45, ainsi de suite. Tu vois, il y a un truc qui est vachement important, c'est que les gens qui arrêtent de travailler à 60, 62 ans, enfin, qui arrêtent de bosser, très souvent, ils sont pas forcément en super forme à la retraite. J'ai remarqué ça. Et j'ai remarqué, j'accompagne un certain nombre de personnes, et si tu veux, s'il n'y a pas des projets qui te prennent, si tu n'as pas une stimulation intellectuelle qui te prend, bah, tu n'es pas forcément en super forme à la retraite. Et puis d'autre part, moi je suis passionné par ce que je fais, et je dirais que plus j'avance en âge, plus je trouve que j'ai des capacités à me remettre en question et à apprendre des choses. Donc, puis tu as une capacité de travail en fait qui est un peu différente. Donc, puis aussi les enfants te poussent parce que tu vois, moi j'ai encore des jeunes enfants, on a une famille très nombreuse, donc j'ai encore des jeunes enfants, et donc ils me poussent aussi. Donc si tu veux, j'ai imaginé ma prise de retraite différemment, selon des phases différentes, et aujourd'hui j'ai commencé une première phase qui est une phase où doucement je m'oriente vers un peu plus de prise de parole. C'est pour ça que tu as l'impression de me voir plus, parce que cette prise de parole m'oblige à travailler à chaque prise de parole, à faire des recherches, donc à apprendre. Et donc, bah, quand je fais ces recherches et que j'apprends, bah, je
produit en interne des idées, des capacités supplémentaires. Je rencontre des gens, je m'enrichis et je donne des idées à l'équipe. Deuxièmement, ben, écoute, quand je fais ces interventions, je rencontre des gens qui viennent nous voir et en fonction du niveau de patrimoine et de la complexité de patrimoine, c'est moi ou quelqu'un de l'équipe qui va traiter. Et donc, dans l'équipe, c'est là où je voulais en venir sur l'avant-dernier sujet que j'abordais, eh bien, l'équipe, c'est ce qui me permet aujourd'hui de prendre la parole. Donc, je ne les remercie jamais assez parce que si je peux prendre la parole, c'est aussi parce qu'en ce moment, il y a 8 ou 9 personnes qui travaillent pour le quotidien et le futur de Montaigne Conseil, Montaigne Patrimoine et Montaigne Énergie. Et ça, c'est important. Et dans cette équipe, on a des gens, tu vois, on a une notaire salariée parce qu'on a Wow. besoin de quelqu'un qui soit bon en juridique. On a quelqu'un qui est plutôt qui dirige la cellule technique dans laquelle il y a cette notaire et puis une autre personne. On a quelqu'un qui fait que du back-office, un comptable qui nous permet de bien tirer les choses, une secrétaire générale, quelqu'un qui a fait 15 ans de marché financier et de société de gestion pour avoir cette appétence. On a Louis Denis qui est vraiment très expérimenté sur tout ce qui est crypto, Paul Rocky qui est venu le compléter, et on a aussi un petit peu de front office, mais toujours pareil avec une exigence technique élevée. Et donc c'est cette équipe que je remercie de temps en temps de me permettre, moi, de me mettre en avant. Mais si je me mets en avant, c'est parce que derrière, il y a des gens qui sont capables de mettre ça en place. Et puis sur Montaigne Énergie, un ingénieur que je connais bien, c'est mon deuxième fils, Antoine, qui lui, pareil, va être extrêmement innovant et notamment acquis des compétences très rapides, alors qu'il venait de l'industrie automobile, sur la partie Wow. autoconsommation collective et sur la partie production d'électricité. Tout ceci, voilà, pour dire que si je suis là, c'est parce qu'il y a une équipe derrière qui fait un super boulot. Et donc, je les remercie. Et enfin, le dernier petit sujet, c'est que j'aime apprendre. J'aime apprendre et je ne peux pas ne pas apprendre. Et donc, au début de ma carrière, l'éducation que j'avais reçue, le milieu que j'avais fréquenté, m'avait rendu comme quelqu'un qui avait assez peu confiance en soi, en lui, en ses aptitudes et en ses compétences. Pour ça, notamment, je n'avais pas fait des études très poussées. Et puis, peu à peu, j'ai découvert l'envie d'apprendre et c'est devenu une soif d'apprentissage. Tu vois, par exemple, pourquoi j'ai passé un permis moto à 40 ans, c'était pour ça, c'était un petit complément. Pourquoi je suis allé faire être certifié expert en DeFi, c'est pareil, parce que j'avais envie tu vois, de passer des étapes. Et puis là, je suis, après, bon, il y a quelques difficultés parce qu'il faut le mettre dans une région qui est un peu venteuse, un peu pluvieuse, et puis avec mon emploi du temps, j'ai un nouveau défi qui est d'apprendre à piloter des aéronefs. Wow. Et Ok. donc, j'espère bien, avant la fin de l'année, pouvoir être capable d'avoir ma licence de pilote. Et notamment, ça m'a permis de prendre en compte deux choses. D'une part, de là-haut, on voit la beauté des éléments, la beauté de la Terre et la beauté de la nature. Et mais aussi on a conscience de sa fragilité. Et c'est très intéressant de voir comment une réflexion qu'on peut avoir dans le secteur de l'industrie aérienne, qui est un secteur qui est nécessaire à l'économie, comment ce secteur s'interroge de manière centrale sur sa décarbonation et comment des innovations vont arriver. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce dont je me rends compte grâce à cette découverte que je fais, c'est que on est en train d'avoir des avions qui vont consommer de moins en moins, qui vont consommer des carburants plutôt renouvelables, ou en tout cas issus non carbonés en tout cas. Et c'est un secteur qui va innover d'une vitesse fantastique. Fantastique pourquoi? Parce que l'homme a besoin de contact. L'homme, il est social par nature. Et on a beau faire un webinaire là de toi à moi, on a beau avoir des gens qui nous ont écoutés, la richesse d'une rencontre, je pense que c'est l'essence même de l'homme et que les gens auront besoin de toute façon de se rencontrer d'une manière ou d'une autre. Le travail nous amène à nous éloigner, mais on aura toujours besoin de se rencontrer. Et je pense qu'il vaut mieux, plutôt que de mettre des interdictions et des lois, encourager l'innovation, parce que c'est par l'innovation
que le monde a pu avancer. Et c'est une innovation maîtrisée qui nous permettra d'accompagner la belle planète sur laquelle nous vivons, en poussant cette innovation, en mettant à la contribution les gens qui ont les moyens de payer cette innovation. Par exemple, demandons à tous les jets privés en 5 ans d'avoir que des carburants non carbonés. On est capable de le faire, si tu veux. C'est en encourageant cette innovation-là qu'on va réussir nos défis et non pas en mettant des normes et des interdictions. Voilà pour le mot un peu long, mais le mot de la fin. Incroyable. Moi, je l'ai pas trouvé long, je l'ai trouvé tellement intéressant. J'attendais juste encore plein d'autres informations tellement que c'était cool. Vraiment un grand merci, Louis-Alexandre. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast de Token Talkers. Beaucoup de valeur, beaucoup de contenu. Je pense que les gens vont être passionnés de t'écouter complètement sur ce podcast. Si vous avez besoin, bien sûr, de contacter Louis-Alexandre, donc il y a le site l'atelierduphare.com. Bien sûr, on mettra en description tous les liens de Louis-Alexandre pour que vous puissiez le contacter, aller voir ce qu'il propose, ce qu'il fait, tous ses services, encore plus que tout ce qu'il nous a raconté. Et voilà, n'hésitez pas, vraiment incroyable. Merci beaucoup, Louis-Alexandre. Je te souhaite la force pour tout ça. Continue, force à toi pour tout ce que tu fais. Grand bravo et impatient de te voir par la suite. C'est très agréable d'échanger avec toi, Jean, et surtout continue. J'ai découvert ta chaîne un peu par hasard, et puis je la regarde de plus en plus. Et tu as fait un super interview de Jean-Marc Jacobson. Tu as de la chance, tu reçois des gens de très bon niveau sur ta chaîne, et continue. Vraiment, ce que tu fais, c'est très bien. On a besoin de gens comme toi. L'écosystème a besoin de gens comme toi, donc il faut continuer là-dessus. Merci beaucoup, Louis-Alexandre. Ça me fait vraiment plaisir. Merci infiniment. Je t'en prie. À très vite sur la chaîne Token Talkers, et encore merci, Louis-Alexandre. Je t'en prie, Jean. À très bientôt.